On va continuer par vous, Monseigneur Dufay. Bienvenue. Vous êtes conseiller auprès du pape sur les questions climatiques. Je brûle d'envie de vous demander si Dieu peut nous aider de manière générale. En quoi consiste votre travail et comment vous participez à ce combat qui est le nôtre contre le réchauffement climatique? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Heureux d'être avec vous pour ce moment. Je parle d'un lieu particulier qui est un dicaster. Un dicaster, c'est un ministère du Vatican chargé des questions d'écologie, de solidarité internationale et aussi de traduction dans l'économie de cette écologie et de cette solidarité. Cela m'amène à recevoir et à animer un espace de rencontre entre des délégations extrêmement diverses, diplomatiques, gouvernementales, mais aussi des étudiants, mais aussi des jeunes de mouvements engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique, et également un certain nombre évidemment de responsables religieux, de différentes religions, je précise, ce qui a été l'occasion en 2018 de faire, à l'occasion du 3e anniversaire de ce texte un peu référentiel pour nous, qui est ce texte sur l'écologie du pape François, un débat interreligieux et de mesurer l'engagement des différentes communautés confessionnelles dans ce combat. Ce que j'ai envie de dire, c'est évidemment l'inquiétude que l'on ressent et qui s'exprime par cette phrase de la Bible lorsque un des prophètes entend une voix qui lui dit « parle-leur ». Et ma grande inquiétude, c'est qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui lorsque l'on reçoit tant d'informations, tant d'initiatives, tant d'innovations possibles. Et à cette question me revient une des phrases de ce texte du pape François. Il nous faut entendre dans le même moment le cri de la terre et le cri des plus pauvres. Parce que c'est la même crise, la crise écologique et la crise sociale. C'est devenu évidemment quelque chose de banal que de dire une chose comme ça, mais c'est tellement important de le dire. Nous sommes en face d'un jeu de crise, la crise d'une terre qui crie, la crise des migrants qui sont dans nos rues et qui frappent à notre porte, et la crise aussi de la réalité économique et financière. Et nous savons très bien que nous pouvons dès demain matin avoir l'annonce d'une nouvelle crise des banques, d'une nouvelle crise financière aussi grave, peut-être plus grave que celle de 2008. J'ai en tête, avant de proposer 2 ou 3 réflexions, la visite qui m'a été donnée de faire, la mission que j'ai accomplie à Brumadinho, au Brésil. Brumadinho est le lieu où s'est effondré un barrage minier en juin de l'année passée, entraînant la mort de 300 personnes. Portant le message du pape François, qui était un message de solidarité à l'égard des familles de ces victimes, j'ai été confronté de manière quasi physique et charnelle à un développement qui tue. Un développement qui tue parce qu'il ne conçoit plus que les acteurs du développement sont premiers sur les bénéfices du développement. Et la question fondamentale aujourd'hui, pour moi, c'est la question du profit. J'y reviens dans un instant. En termes d'urgence, je crois que la question fondamentale, c'est de savoir comment nous allons traduire en investissement réel les intentions morales que nous avons exprimées depuis la COP 21 à Paris. Comment traduire et comment passer de l'intention morale du prendre soin de cette création, de prendre soin de cette terre, de cette planète, à une traduction financière et à une traduction politique, ou politique et financière. À cet égard, et sur un registre, comme vous le sentez, que je place plutôt sur la question de la responsabilité personnelle et collective, je voudrais dire 3 choses essentielles. La première chose que je voudrais réaffirmer, c'est qu'il n'y a pas de plus grand projet, de plus noble projet, quelles que soient nos convictions à cet égard, que de protéger la vie et que de rendre possible l'avenir de la vie sur cette planète. Je parle ici de toutes les formes de la vie, de la biodiversité et de la complémentarité entre tous les vivants. Ce que rendrait sans doute de manière très simple, mais très belle, l'expression que nous, parfois, nous formulons.
à l'égard de quelqu'un qui nous est cher, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de la terre, nous avons besoin de toutes les formes du vivant. La question fondamentale va être de savoir comment nous pouvons effectivement traduire cette complémentarité des différentes formes du vivant, sachant que notre culture, reconnaissons-le simplement, notre culture de l'individualisme est une culture de l'autocentrage. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et nous sommes comme cet homme qui est, comme on pourrait dire, rivé sur son avoir, inquiet de savoir s'il a encore suffisamment pour vivre. La complémentarité dont je parle présuppose la rencontre, la joie des capacités des uns et des autres, des générations que nous représentons dans cette salle, des différentes générations. Le désir d'offrir et de partager et d'échanger ce que nous avons nous-mêmes reçu de la vie, des générations précédentes, de l'expérience, de nos expériences et de l'enrichissement du dialogue. Le jour où nous comprendrons que la complémentarité entre les vivants et la complémentarité entre les acteurs du développement est une clé de l'accomplissement de chacun et donc de la paix, la conversion écologique, la transition écologique sera en route. Cela me conduit à une deuxième affirmation qui touche à la question de l'avoir, du posséder, et donc inévitablement à la question du rôle de l'argent. Dans notre contexte, qui est caractérisé à la fois par une crise écologique, mais aussi par une très grande fragilité des situations économiques et financières. Tous les clignotants, aujourd'hui, sont au rouge. Une crise financière internationale peut exploser d'un jour à l'autre. La raison de cette crise, fondamentalement, est l'enfermement de l'argent sur lui-même. L'enfermement et la fermeture du monde de l'argent. L'enfermement de nombreux acteurs de la finance sur des dispositifs et des élaborations fragilisées, du fait même que cet argent n'est pas investi dans un grand projet de soins de la planète, de sauvegarde des écosystèmes. Dans la mise en œuvre d'activités nouvelles en termes d'énergie, de transport, de gestion communautaire de l'eau, au moment où nous sommes ici ensemble, à Budapest se tient un forum de l'eau. La question est évidemment de savoir à qui appartient l'eau aujourd'hui et comment nous pouvons donner la possibilité aux communautés locales, à toutes les communautés, à chaque communauté, d'être responsables de cette eau que nous devons partager. La construction d'habitats sains, la production d'outils et de technologies non polluants, le soin des océans et des mers, l'agriculture raisonnée, l'éducation à la santé, de nouvelles thérapeutiques. Il s'agit de millions d'emplois. Il s'agit de millions de possibilités de participer à cette lutte contre le réchauffement climatique, pour le 1,5 et pour que chacun puisse apporter sa contribution. Le raidissement sur un argent clos et la faiblesse des investissements dans l'économie réelle de l'innovation, de la production raisonnée des échanges, dit notre peur devant un avenir qui sera nécessairement moins prétentieux, moins possédant, moins mégalomaniaque. Il apparaît du même coup essentiel de déconstruire nos peurs. La peur de ne pas avoir ou de manquer. Cette peur qui a été entretenue depuis plus d'un siècle dans les pays occidentaux par la hantise de l'accès à une consommation toujours plus importante, à l'appropriation individualiste des biens. Et la question de la propriété est au cœur du débat. Notre peur à l'égard de l'autre, et en particulier de celui qui n'a pas, mais qui est. On peut être sans avoir. On peut avoir une mémoire. On peut avoir un chemin, une expérience. On peut avoir une culture. Voilà nos richesses aussi. Notre peur à l'égard de demain, qui est l'ultime avatar de cette culture obsédante de l'appropriation. L'appropriation. En un mot, le travail sur nos peurs apparaît aujourd'hui essentiel pour oser une politique de l'avenir. Comment pouvons-nous passer du coup de l'intention morale et généreuse et louable à la décision ?
la décision, qui va affecter les crédits et cette révolution du travail et du vivre ensemble. Je me permets de rappeler que c'est la même racine qui a donné le mot économie et écologie, oikos, c'est la maison. Et ça a donné aussi le mot œcuménisme, c'est-à-dire le dialogue des confessions et des convictions. Qui décidera? Qui va décider des milliards d'euros dont nous avons besoin? Et déjà des 200 milliards que la BCE peut rendre disponibles. Qui décidera de reconnaître et d'encourager les initiatives, les plus petites comme les plus importantes? Qui aura le courage de dire à la COP25 dans quelques jours à Santiago du Chili qu'investir pour la planète, c'est aussi investir pour la démocratie, c'est-à-dire la participation des citoyens à l'avenir. 2 mots. Le mot investissement revient dans mon propos. Vous savez qu'il a 2 sens. Il s'agit de mettre de l'argent, mais il s'agit aussi de faire confiance à un projet. Qu'en est-il de notre confiance? Qu'en est-il de la confiance en l'autre? Qu'en est-il de la confiance mutuelle? Et la deuxième référence qui pour moi était absolument déterminante, c'est la question de la paix active, la culture de la paix. Il s'agit de penser le développement autrement qu'en termes de concurrence permanente. Oui, le profit est au cœur du débat. À qui profite le développement sans limite actuel? Est-il possible de penser une paix active dans laquelle les citoyens seraient véritablement acteurs? Le pape François a écrit un texte à propos des jeunes générations, à propos des jeunes, disant « Les jeunes peuvent rêver si les anciens continuent encore de rêver. Les jeunes peuvent construire si les anciens partagent avec eux ce qu'ils ont appris. » À titre de conclusion, je dirais simplement que nous sommes appelés à penser une écologie intégrale, c'est-à-dire une écologie culturelle, une écologie qui n'est pas simplement une mesure ou une correction de la trajectoire du développement, mais véritablement un nouveau paradigme du développement. Un nouveau paradigme, c'est une nouvelle manière de penser. Penser une écologie comme une nouvelle harmonie avec les éléments, les ressources naturelles et les sources elles-mêmes. Une nouvelle harmonie entre nous. Un bonheur de se rencontrer comme nous le faisons aujourd'hui. Un nouveau paradigme qui me fait penser à cette très belle phrase d'Hannah Arendt qui écrit à la sortie de la guerre dans les années 1950 « Demeure aussi que chaque fin de l'histoire est un nouveau commencement. Chaque commencement est identifiable à une personne. Chaque personne peut apporter quelque chose qui lui est propre. C'est là le début de notre histoire. Enfin, tout cela est un chemin, me semble-t-il, de réconciliation. Nous avons instrumentalisé l'économie, nous avons instrumentalisé la nature, nous avons instrumentalisé aussi les personnes. Aujourd'hui, se réconcilier, c'est se réconcilier avec les éléments. C'est ce que nous sommes en train de vivre à Rome actuellement avec le synode sur l'Amazonie. Nous avons à apprendre des communautés comment être en relation avec ces éléments. Une réconciliation avec l'autre, mais aussi une réconciliation avec nous-mêmes. Il s'agit de dire à l'autre, non seulement j'ai besoin de toi, mais je crois en toi. Je vous remercie.